Alors, une première chose, pour l'anecdote, moi j'ai fait des ateliers qui commençaient par une sieste. Et ça marche très bien. C'était avec des lycéens. Ils avaient énormément de travail le matin et quand ils arrivaient pour écrire, ils étaient épuisés. Et donc, à la deuxième séance, j'ai dit on commence par faire la sieste, on prenait 10 minutes. Et ensuite, quand j'ai changé d'établissement, j'en ai parlé en plaisantant au proviseur et elle a trouvé ça très bien. Et du coup, on a fait des séances qui n'étaient que des séances de relaxation et de sommeil. Et tous les collègues pouvaient, s'ils l'estimaient utile, faire la sieste aux élèves. Donc, non seulement ça se fait, c'est efficace, mais en plus, comme on l'a vu avec les ateliers d'écriture eux-mêmes, ça fait tache d'huile et ça change les pratiques et les rapports. Un homme qui dort tient autour de lui. Alors certes, autour de lui, ça fait des heures, des jours, des années. Voilà, donc c'est une très bonne idée, je crois que c'est à faire. Et j'aurais une question plutôt pour Marc-André, mais je dirais à la limite aussi pour tout le monde. Il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, ou dont on a peu parlé, et seulement quand il s'agissait de récits d'expérience et de pratiques d'écriture, c'est la notion de processus. Et est-ce que tu ne penses pas que les oppositions que tu as évoquées, au moins pour certaines, peuvent être résolues ou dépassées dès lors qu'on voit les choses du point de vue du processus, c'est-à-dire le rapport entre pédagogue et non-pédagogue, entre écrivain et non-écrivain, etc. Enfin, est-ce que ce n'est pas un moyen de problématiser les questions de création et de recherche, étant donné que c'est l'objet principal de la création, son moyen, et qu'en même temps ça peut être un objet de recherche? Voilà. Oui, ben en fait, je rappelle simplement que je n'ai pas voulu établir justement des camps, même si la présentation était binaire, mais je vais reprendre cette structure-là pour justement faire des liens. Je pense que la question des processus, bon, effectivement, elle peut transcender ça, mais ce qui dans la logique de ma petite démarche pour ma présentation, ce qui me semblerait important, c'est de tenir compte des différences. Ça m'apparaît important de nommer des différences. Et personnellement, c'est pas parce qu'on nomme des différences qu'on n'est pas lié ou qu'on n'est pas... Enfin, la différence, pour moi, c'est pas forcément un facteur de rupture ou enfin d'éloignement. Mais nommer les différences, ça m'apparaît important dans la vie en général, mais bon, dans ce qui nous occupe ici aussi. Et donc, par rapport au processus, je me dis, bah, oui, et en même temps, c'est bien de nommer aussi les différences parce que les processus sont forcément influencés par la posture, par ce que Marie-Laure disait, là où on est, bon, tout ça. Donc moi, je parle d'un endroit précis par rapport à une expérience, bon, tout ça, une culture et une institution aussi où je travaille. Mais en effet, les processus, ça va au-delà de ça. Mais il reste qu'il y a des distinctions quand même, je pense, dont il faut prendre conscience, non pas pour en éliminer tout ça, mais pour les voir et ensuite en tenir compte, tout simplement, mais de manière ouverte. Oui, c'est une question pour Célia. Voilà, j'aimerais bien que tu approfondisses un petit peu cet écart entre l'écriture dans ta chambre et l'écriture avec le groupe, parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Et comment tu fais avec le groupe pour atteindre, je sais pas, le degré d'intensité, tu vois, qu'on a en solitaire, je sais pas. Enfin, est-ce que la chambre elle est importante? Oui. D'ailleurs, le moment de l'atelier arrive souvent après coup ou est le prélude à un moment solitaire. Je le suppose, je l'espère, et de fait c'est le cas pour chaque étudiant écrivain. Mais en tout cas, moi, en fait, ce qui est un peu curieux, c'est que ce serait l'objet sans doute d'une autre réflexion qui
passe au moment de la relation, là j'ai essayé de prendre vraiment mon point de vue de ce qu'il me semble, c'est très difficile à formuler ce qui se passe en réalité, de ce que peut-être je déplace de cette intimité très mystérieuse, obscure, dirait François, de l'écriture. Mais ce texte de Woolf me semble fondateur pour ce qu'il arrive justement à formuler, mais quelque chose de cette chambre à soi peut se déplacer justement, il me semble. Mais c'est une expérience irréductible. Et physiquement irréductible, c'est-à-dire que presque il faudrait se soucier de savoir si chaque étudiant a une chambre à soi avant de commencer. Parce que c'est une vraie chose, quoi, le logement. D'ailleurs, c'était très politique et social quand c'est une féministe au sens large, le texte de Woolf. C'est pas simplement sur l'écriture, c'est même bien plus large. Et je trouve que c'est bien plus large, au fond, l'écriture et cette chose de... Donc cet atelier, de toute façon, il est qu'un lieu aussi de déplacement pour eux. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, l'institutionnaliser, il faut faire attention. Enfin, oui, parce que de toute façon, l'expérience solitaire, comme on dit, elle est irréductible, elle est nécessaire. Là, c'est plutôt rire. Et heureusement qu'on n'est pas tout le temps en groupe, ce serait l'enfer. Moi, par ailleurs, je trouve c'est éprouvant, cette expérience du groupe, et pour eux et pour moi, n'en parlons pas. Enfin, c'est pompant complètement. Et donc ça n'a absolument rien à voir, et tant mieux, ce serait étrange et inquiétant que ce soit. Donc, mais peut-être ce moment du groupe est là pour qu'on désire encore plus ne plus être en groupe, vous voyez ? Je sais pas, c'est pas un horizon en soi, même si les expériences d'écriture collective, ça existe. Moi, j'ai jamais pratiqué, ça m'effraie un peu pour moi, mais pourquoi pas. En revanche, l'expérience de la revue, c'est encore autre chose, d'être avec, chacun sa chambre à côté de l'autre. Mais je crois que, d'ailleurs, c'est le fait qu'on venait parler de cet espace, à la fois qu'il fallait qu'on bouge, qui ne nous convenait pas, c'est très bien qu'on ne vise pas les sièges, qu'on n'ait pas nos salles idéales d'écriture, parce que quand même, pour moi, l'endroit idéal, et c'est ce que je souhaite aux étudiants écrivains, même s'ils n'écrivent qu'un an ou deux, c'est d'avoir un endroit chez eux, à eux. Voilà. Je ne leur souhaite pas plus longtemps que l'atelier. Voilà. J'ai juste un commentaire pratique sur cette question, qui est sociale et économique. C'est qu'il existe des ateliers logement pour les artistes, et jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas pour les écrivains. Alors qu'en fait, ça pourrait être possible parce que c'est lié certes à la Maison des Artistes, pour parler un petit peu de cuisine, et à l'AGESA, puisque les photographes sont à l'AGESA. Mais jusqu'à présent, et on y travaille notamment avec la Société des gens de lettres et d'autres institutions, il n'y a pas d'ouverture. C'est comme si l'écrivain, effectivement, soit il est rentier, soit il est merde. Sachant qu'un des intérêts dont on a très bien parlé à l'instant, c'est que comme on n'est pas censé avoir des métiers non plus, du coup c'est un petit peu compliqué pour trouver des appartements quand les gens demandent des fiches de paye et des CDI et des cautions. Voilà. Il faut peut-être aller investir avec les villes françaises, je ne sais pas, mais voilà, c'est aussi une question, et j'en parle parce qu'il est important qu'on en ait tous conscience, et il est important qu'on lutte tous pour ça et qu'on s'unisse. Alors ça fait je suis un peu mais on est un milieu qui est extrêmement... là on est réunis, mais en général effectivement on râle un petit peu tous dans nos coins, dans nos chambres sur cette question, et puis dès qu'il faut faire un truc efficace, il n'y a plus personne. Donc voilà, si vraiment vous pensez que c'est une question importante, il est vraiment essentiel de vous tourner vers... je sais pas, le Conseil permanent des écrivains, la Société des gens de lettres, la Maison des écrivains, qui portent ce genre de paroles et les aider à la porter, parce que moi j'en parle pour nous, et puis j'en parle surtout pour eux, qui vont être aussi dans un monde peut-être encore plus difficile économiquement. Néanmoins, Laure, Néanmoins, Laure, je crois quand même savoir que les ateliers de la ville de Paris peuvent être... si, c'est ce que j'ai entendu dire. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas explicitement précisé, et j'imagine aussi parce que ce sont donc c'est à Paris, je crois, et puis ce sont aussi des enjeux... Oui, voilà. Tu dois avoir un qui est ouvert. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y en a pas un il n'y a pas de quota, il me semble, mais d'abord, il n'y a quasiment jamais personne candidate, mais je sais qu'il y a cette possibilité. Ah voilà, elle est théorique, mais voilà. Non, je trouve que la question posée par Célia est plus dérangeante. Pas la question sociale, etc., tous ces formulaires et tout, quelle rage, tout ça. Mais cette question
de l'intimité dans ce qu'on fait ici par rapport à ça et de l'avoir posé spatialement. En fait. C'était déjà dans l'intervention de Luc tout à l'heure et tu l'as vraiment remise. Je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais quand même, ce truc-là, c'est-à-dire, pour moi, c'est ça, un parallèle qui me renvoie à la situation de l'éditeur, comme Jérôme et Laure sont aussi sur tout ça. C'est-à-dire, et quelque chose qui m'a toujours gêné moi quand je me suis improvisé éditeur, c'est quelque part où le texte qu'on édite et l'activité, ou l'interaction qu'on prend, le travail, le passage au collectif que suppose l'édition, en quoi il réalise quelque chose de soi-même. Et j'ai travaillé avec des éditeurs comme Jérôme Lindon ou Boguier, tout ça, qui n'étaient pas dans l'écriture, et quelque part j'ai toujours senti cette espèce de procuration comme vachement dérangeante. Et en tout cas, je suis plus à l'aise d'avoir fait marche arrière, ce qui n'est pas le cas de ces deux-là. Et en atelier d'écriture, je me sens toujours quelque chose comme ça, et je ne l'ai jamais ressenti aussi fort dans mes interventions sur anciens combattants que je l'ai ressenti depuis 2 ans ici. C'est-à-dire, quelque part, en quoi chaque texte d'étudiant accomplit quelque chose de soi-même. Et évidemment, c'est pas du tout un arrachement, c'est pas du tout quelque chose, et c'est pas quelque chose qui en même temps vient en retour, ou sans doute que ça nous booste, que ça nous déplace, mais c'est quelque chose que je ne sais pas encore nommer. Par exemple, au début, quand je suis venu, quand Sylvain et Jérôme m'ont fait l'honneur de me faire venir dans cet établissement, c'est-à-dire, mais putain, c'est génial, je vais pouvoir me servir de studio son, je vais pouvoir me foutre dans des salles vides, je vais pouvoir travailler avec des... en gros, j'ai un pauvre casier dans un fond de couloir, mais je ne connais pas de profs ici qui se servent de l'école pour eux. Dans les usines, tout le monde fait de la bricole, tout le monde fait des bricolages pour soi. Et non, mais psychologiquement, je ne peux pas faire le saut dans le temps où on est ici. Alors, je me retrouve chez moi à faire des bricolos à la con, mais quelque part, enfin voilà, c'était juste ça. Mais en quoi ce dérangement pour moi l'accomplissement du texte de l'autre et qui on est quand on est ici, ce qui est différent quand, je pense, quand on est à poste fixe par rapport à ce que tu mettais de ce nomadisme qui a été le mien pendant longtemps. Je me demande s'il ne faut pas que je le cultive. Enfin, pour moi, cet inconfort que nommait, il est là aussi. Mais après, c'est plus général, une espèce de cette angoisse d'un envahissement possible aussi, mais c'est presque politique aussi. Hein, c'est de... Pour mieux retrouver sa chambre à soi, peut-être qu'il faut par ailleurs être vraiment très mobile, et parce qu'il y aurait un seul lieu, mais ça peut-être Annie Ernaux, elle a essayé de nommer ce vrai lieu qui est difficilement situable physiquement. Peut-être juste une petite... je me demandais par rapport à l'image de la chambre à soi, est-ce qu'on pourrait parler de l'atelier comme d'une chambre à nous, d'un lieu à construire, mais qui serait dans cette pluralité, je sais pas. Je sais pas, moi j'ai tellement... J'essaie de nommer ça sous forme de présence et de voix. On a parlé de la singularité hier, c'était pas satisfaisant, mais c'était en tout cas des voix tout à fait distinctes et qui ne sont... Ce n'est pas choral, c'est autre chose encore. Peut-être c'est dialogique, comme dirait notre autre ami, mais je ne suis pas sûre non plus toujours, puisqu'il y a aussi du silence, et beaucoup en fait, on en a peu parlé, mais je dois dire que c'est quand même une expérience fondatrice aussi de l'atelier, c'est qu'on ne parle pas toujours, et parce que moi j'aime aussi pratiquer ce moment où on écrit chacun, mais ensemble, mais voilà. Donc, en tout cas, il y a un état de concentration. C'est difficile, mais ce nous, je suis pas persuadée, mais il y a en tout cas un lieu commun, ça c'est sûr. Je voulais juste dire, moi, pour ce que j'avais entendu, c'était aussi en réaction à ce que disait François, ce que j'avais entendu de votre texte, c'est justement plutôt une recherche d'un atelier intérieur et d'une chambre à soi qu'on puisse déplacer avec soi. Et donc justement d'écrire dans la mobilité que la fenêtre du train, que la longueur du temps passé en RER puisse aussi être un moment de la réflexion de l'écriture. Oui, c'est probablement un moment qui a son importance, mais c'est vrai qu'il me semble, en tout cas en réfléchissant à cette affaire, que quand même quelque chose se dépose ou cristallise chez soi.
en même temps de cette expérience-là. Et peut-être c'est le lieu des notes qui n'est pas moins important, ou de la promenade justement. Et dans la poétique de chacun, après c'est plus ou moins important, mais après je crois qu'il y a vraiment une chose irréductible de cette chose. Ça peut être vraiment très peu de mètres carrés, mais et en effet c'est tout aussi intérieur, mais quelque chose. Bon, après c'est très intime en effet. Oui. Et pour juste prolonger, je voulais citer le livre de Juliette Mézin, Oui. qui s'appelle Elle en chambre, qui a été édité aux éditions de l'Attente et qui parle d'écrivaines et de leur rapport à cette chambre d'écriture, justement, réactualisée. Oui, c'est vrai. Juliette qui intervient dans le début de Montpellier. Entendu. Et qui maintenant est une de mes collègues. Entendu. Ah, merci. J'ai pensé tout le long de votre intervention, là, votre réflexion autour de la chambre à soi, à ce que disait Marina Tsvetaeva sur la lecture publique. Elle parlait de chambre d'écoute, mais elle faisait référence aussi, avec cette notion de chambre d'écoute, à ce qu'était son cahier dans sa cuisine. C'était dans sa cuisine, c'était à Prague en particulier, où elle était, on va dire, quand même dans des conditions assez terribles, avec ses enfants, enfin avec sa fille, à ce moment-là. Et cette notion de... Je pense que ça définit d'une certaine façon aussi son atelier, quoi, cette chambre d'écoute. Et il me semble que c'est une forme de réponse peut-être à ce qui a été... ce qui travaille, je pense, de manière sous-jacente nos réflexions, c'est ce rapport entre l'individuel et le collectif, enfin, bon, qui se joue évidemment dans l'atelier, où l'intime et le politique. Je crois que c'est plus intéressant que l'individuel et le collectif, parce que dans l'individu, il y a la société, enfin, bon, la société est une somme ou autre chose, une communauté d'individus. Mais là, j'aime beaucoup cette introduction de l'intimité, enfin, de l'intime, y compris spatialement. Et c'est vrai qu'un des enjeux des ateliers, quels qu'ils soient, enfin, où qu'ils soient, ça peut être dans un cours, je pense. Ça peut s'appeler cours. Parce que je pense qu'aussi un prof, il se déplace. Enfin, voilà, il se déplace, il a sa bibliothèque dans sa poche aussi. Enfin, c'est souvent lourd dans son sac aussi. Voilà, bon. Et c'est comment on réussit à construire dans le conflit. Je pense que c'est dans le conflit. C'est très dur à vivre. Comment on construit ce rapport entre l'intime et le politique. Et aujourd'hui, je crois que c'est un des grands défis de nos institutions, quelles qu'elles soient, où qu'on soit, que de retravailler à de nouveaux rapports de l'intime et de la société. Merci. Avant de prendre deux dernières interventions, et Violette. Bonjour, je vous remercie, Madame Audard, de nous avoir parlé de voyage. Et c'est pour ça que je suis terriblement sceptique quant à la place des ateliers d'écriture en université. Les cerveaux sont incrustés dans un corps dont le cul est vissé sur une chaise, et tous ces jeunes esprits sont vraiment beaucoup crispés quant à la perspective d'être jugés, que l'on juge leurs compétences. Or, écrire n'est-il pas un voyage? Précisément, un voyage, on le fait sans finalité, si ce n'est pour le voyage lui-même. Ou alors on fait du business, on vend des tapis. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé que vous me parliez de ces voyages avec votre corps, dans le train, dans un tunnel, toujours ce corps qui sort, qui passe de la chambre à l'atelier, de l'atelier au train, etc., qui traverse les paysages, où il y a plein de matériaux différents. Il y a l'eau qui est là, de l'Oise. Donc on a d'un côté l'étudiant dans l'université, avec le cul sur son banc, et puis on a de l'autre côté le voyage. Donc je voulais savoir un petit peu, dans une école d'art, pour moi c'est déjà où je vois les étudiants sortir de leurs ateliers avec leur tablier maculé de terre, et puis se rendre ils vont voir dans un atelier vidéo ce que font leurs potes, ils vont fumer une clope. Pour moi c'est plus visible. Quant à l'université, et c'est là que je vous interroge, comment vous vivez justement précisément
ce voyage dans un cadre tel que l'université. Et puis il y a aussi la question de l'évaluation. Est-ce que l'on vous demande d'évaluer vos élèves? En quelques mots, c'est vrai que je ne me sens que de passage, et c'est pas pour ça que comme on dit, je ne m'investis pas, voilà, mais c'est vraiment depuis cette à la fois précarité, instabilité, mobilité, siège, éjectabilité, enfin, vous voyez, une espèce d'instabilité comme ça, et que j'interviens. Donc c'est aussi le beau rôle, c'est que j'ai pas, je change toujours avec Violaine, il y a cette responsabilité administrative en plus d'une chose à l'état naissante et qu'il faut définir, corriger, modifier, chemin faisant. Donc j'émets comme à mon avis. Enfin, donc je le vis surtout dans le moment où je suis face aux étudiants, si on peut dire que c'est le cœur. Et après, oui, je me sens un peu de passage, mais en souhaitant que d'autres après moi le soient aussi. Vous voyez, donc j'y suis en observant. Et c'est vrai que c'est peut-être un privilège d'observer sans avoir de responsabilité autre que ce qui n'est pas rien, de lire autrui et d'en discuter avec autrui ou d'assister à des commentaires d'étudiants sur les textes des autres. Donc je le vis bien, c'est curieux, mais en même temps je suis très, très heureuse aussi. Donc c'est pas une douleur du tout. Est-ce que vous évaluez? Alors l'évaluation, c'est une vraie question. Là c'est comme si j'arrive à me rendre compte de... Ce que j'évalue, c'est justement le fait de, comme on dit, jouer le jeu, mais c'est pas une histoire de... Ah, c'est vrai que c'est difficile, et j'ai l'impression que suivant aussi les étudiants, je reconsidère un peu ça à chaque fois. Bon, il n'y a qu'ici, en effet, à l'université que je dois évaluer les étudiants. Par exemple, à Vienne, ensuite, je dois à l'Institut littéraire juste émettre une sorte de rendre compte de ma rencontre avec les étudiants. Ce qui, honnêtement, me semble déjà une chose... qui me suffirait, qui est déjà tout un programme, déjà toute une aventure. Et parce que finalement, on passe pas tant de temps, enfin moi, hein, c'est rarement une année entière. Donc, mais en effet, je participe à une aventure, voilà, c'est tout nouveau à Cergy, et donc ceux qui conçoivent cette aventure ont besoin d'une évaluation. Donc j'essaie de me prêter à cette attente, enfin d'y répondre comme je peux, et en ayant le sentiment qu'il y a de la justice, mais on en débat et puis on se réunit pour donc c'est quand même soumis à des échanges, et puis mais je suis pas non plus une éditrice qui essaierait de... Vous voyez, c'est pas un jugement d'éditeur, c'est vrai que c'est délicat, mais en tout cas quand je suis ici, j'essaie de savoir aussi un petit peu ce que l'équipe pédagogique, comment cette aventure a été construite par eux. Donc je fais pas ma cuisine dans mon coin. Oui, et c'est très différent suivant les contextes. À La Haye, c'est assez inimaginable cette histoire d'évaluation. C'est une aventure d'un atelier radiophonique. On parle plutôt de où en est la pièce, vous voyez. En fait. Donc c'est très différent. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais si je devais tout le temps noter des choses que je dois lire, ça n'irait pas, c'est sûr. Certainement. Ouais. Peut-être juste rajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un atelier d'écriture à l'université. Depuis très longtemps. À l'université? Non, dans les écoles supérieures. Seulement dans les écoles d'art, c'est ça? Donc, en fait, je ne sais pas quelle idée vous en faites, mais c'est très vivant. Les ateliers d'écriture à l'université, les gens ne sont pas que assis, ils discutent beaucoup, et je pense qu'ils voyagent aussi, même si on se fait une idée très normative, très autoritaire, tout ça. Je pense qu'il y a des cadres à l'intérieur de l'université qui correspondent mais absolument pas à l'image que vous en avez. Je trouve ça regrettable, mais je pense qu'il faut peut-être y aller, en discuter, parce que je sais pas, je vois plein de têtes qui font. Mais je veux dire, je regarde dans mes classes, je veux dire, il y a une énergie qui se met en place dans des salles qu'on a beaucoup décrites aujourd'hui. Je trouve ça très drôle parce que c'est tellement juste, c'est très juste. Et il y a une énergie
absolument formidable. Et je ne veux pas encenser, là, je ne suis pas là avec mes lunettes roses à voir la vie en rose, mais il y a une énergie. Et quand les étudiants travaillent, justement, quand ils écrivent tous ensemble sur leur copie à chercher, c'est un des moments les plus émouvants, je trouve, pour un prof, là, pour quelqu'un qui est là avec eux. Les voir concentrés sur leurs feuilles à chercher, c'est un moment extraordinaire. C'est vraiment une joie que j'ai de faire ça. C'est ce moment très précis. Ils sont en silence sur leur copie. C'est très vivant et je pense qu'ils voyagent. Et quand on en discute après, je pense qu'ils continuent leur démarche et c'est vivant, aussi vivant que ce que vous avez pu décrire ici dans l'école d'art. Et juste pour revenir sur l'évaluation, je ne veux pas trop monopoliser, mais sur l'évaluation, encore là, je ne sais pas quelle idée vous avez de l'évaluation. L'évaluation, là, ce n'est pas Dieu le Père qui dit tu vas au paradis ou tu vas en enfer ou tu vas... Je veux dire, l'évaluation, c'est d'abord une fiche, je dirais, de commentaires qui vient soutenir un travail et donc qui s'investit dans un travail qui a été fait et qui entre en dialogue pour que ce travail s'amène, enfin, évolue et gagne sa puissance maximale, si on peut dire. Et donc, c'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon. Enfin, ça, c'est des vieux critères d'évaluation et ça, je pense que ça n'a plus cours à beaucoup d'endroits, j'espère. Mais donc, c'est ce dialogue avec un texte qui est partagé avec une personne qui est engagée aussi. Et ensuite, je dois dire qu'avec l'expérience, il reste qu'on ait à évaluer ou pas, c'est-à-dire de vraiment mettre la note. On en vient malgré tout à établir une sorte de hiérarchisation, mais qui n'est pas forcément dans la sanction, là, avec un grand S, là. C'est simplement que l'expérience, on en vient, comme un éditeur en vient à, sans mettre de notes, à établir que, bon, ce manuscrit est meilleur que l'autre pour différentes raisons qui le regardent. Et par rapport à des objectifs, par rapport à un cadre dans un atelier, ce texte a avancé davantage peut-être qu'un voisin et on peut remarquer un effort, on peut remarquer une démarche et on peut dire oui, voilà, cette démarche est allée plus loin, bravo, et c'est différent du voisin qui a fait une autre démarche et qui n'est pas allé au même endroit. Et ce n'est pas non plus une sanction là où on vient établir vie ou mort sur un texte, c'est un dialogue avec des gens. Donc la question de l'évaluation, je pense qu'elle est beaucoup plus malléable et mobile. Ça dépend si on veut jouer au rôle de Dieu le Père. Ça, si on veut jouer ça c'est autre chose, ça ne m'intéresse pas. Mais en soi, ce n'est pas forcément ça, et de moins en moins. Une étudiante, précisément. Je voudrais justement hyper réagir par rapport à ce que je suis élève et très très heureuse de l'être, et en université, et écrire... Voilà, je pense que c'est un fondamental et on se retrouve en université pour écrire et y compris en atelier d'écriture. On l'a fait avec Anne-Marie, on l'a fait avec Célia. Célia l'a fort bien transporté sa chambre à elle parmi nous. On n'a pas du tout senti la moindre souffrance et on a complètement adhéré. C'était extrêmement intéressant et agréable. Et on continue de vouloir le faire, même si c'est extrêmement difficile d'écrire à beaucoup, ensemble, en atelier d'écriture. C'est vraiment un but et ce cursus écriture créative intègre ça parfaitement. Enfin, on souhaite que ce cursus l'intègre justement. C'est vraiment un désir profond. Donc, effectivement, une chambre à soi à écrire seule, bien sûr, mais ensuite se transporter seul et transporter sa solitude pour la confronter aux autres, partager et échanger, c'est vraiment quelque chose de fondamental aussi. C'est ça, c'est le pendant de la chambre en soi. L'atelier d'écriture en université, c'est le pendant de la chambre en soi, c'est formidable, ça existe, voilà.